On va passer à un autre type de commentaire d'arrêt qu'on va appeler le level 2, qui est le commentaire en droit de l'Union. Alors, avant de s'attaquer aux commentaires en droit de l'Union, plusieurs remarques préliminaires sur les arrêts en droit de l'Union. Les arrêts en droit de l'Union ont la particularité d'être longs comme un jour sans pain. C'est-à-dire que là, pour que Dylan ne me tape pas, j'ai dû le couper en tout 4 fois. Mais en réalité, c'est... Elle ment pas, merci Dylan. Mais en réalité, c'est pas forcément dur à lire. Du coup, je peux pas vous présenter, mais je vais vous expliquer comment c'est conçu. Au début, vous avez les faits et la procédure, sachant que dans les 2/3 des arrêts, enfin des décisions de la Cour de justice que vous avez, c'est le juge national qui pose une question à la Cour de justice. Donc vous avez toute la procédure nationale avant, etc. Et du coup, donc, on a un arrêt qui est monstrueux. Au début, on a la procédure. La procédure, c'est comme en droit admin, YOLO, sauf pour faire la fiche d'arrêt. Et on est encore plus en YOLO qu'avant. Donc la procédure, tout ce qui est procédure, je passe, mais alors des fois je peux passer 3 pages, hein. Faut pas s'inquiéter, c'est pas que j'ai raté quelque chose, c'est que il y a beaucoup de procédures. Je vais vaguement jeter un œil à la procédure juste pour voir quel type de procédure c'est, si on est en question préjudicielle, si on est en recours en manquement, si on est en recours en carence, si on est en recours en annulation. Mais je m'arrête là, je m'en fous, je passe. Ensuite, alors les arrêts anciens sont un peu moins bien structurés que les arrêts récents parce que les arrêts anciens, vous avez chaque question et ensuite vous avez un peu un mélange, arguments des parties, juges et tout ça. Donc ça, faut lire. Mais par exemple, si vous lisez le Royaume-Uni dit que on s'en fiche, c'est des arguments des parties, on va voir plus loin. Et les arrêts récents se pratiquent parce que c'est classé par question. Argument des parties, appréciation de la Cour. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'appréciation de la Cour. Donc, en moyenne, si on est sur un arrêt d'une matière pas trop horrible, donc tout sauf droit de la concurrence, si on va être sur un arrêt de 15-20 pages, si on note tous les trucs qui nous intéressent pas, il va nous rester entre 3 à 5 pages à lire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à gérer. Je sais qu'avec certains TD droit de l'Union que j'enseignais il y a quelques années, l'enseignante avait une espèce de lubie qui était qu'on donnait 2 sujets, un commentaire de texte et un commentaire d'arrêt, l'arrêt complet. Et en fait, on avait tendance à récompenser les marathoniens, c'est-à-dire ceux qui avaient pris le commentaire d'arrêt parce que ça montrait qu'ils étaient en mesure de lire un arrêt long et d'en sortir la substantifique moelle. Le droit de l'Union est un droit également extrêmement jurisprudentiel, donc qui demande une maîtrise des jurisprudences. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est comme en droit admin, on fait des fiches, on regarde ce qui intéresse, on lit les arrêts qu'on nous conseille en TD et on essaye d'y comprendre quelque chose. Et quand on a des chargés de TD un peu blagueurs qui nous disent allez lire tel arrêt sur Curia, on fait la technique de je m'en fous de la procédure, je m'en fous des argumentations des parties, je vais chercher à chaque fois appréciation de la Cour. La différence avec le droit administratif au niveau de méthode de lecture d'arrêt, c'est que le contenu se trouve un peu partout parce que souvent plusieurs questions sont posées à la Cour ou la Cour se pose plusieurs questions en cas de recours en annulation, en manquement, en carence. Donc l'information va être irriguée dans plusieurs éléments. Donc on ne peut pas appliquer la technique du droit admin qui est je vais à la fin et je remonte et je trouve mon bonheur. Il va vraiment falloir qu'on voit l'analyse de la Cour dans plusieurs éléments de l'arrêt. Si on a trouvé cette habitude et qu'on l'a bossé, une lecture d'arrêt ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Cette logique d'ailleurs d'aller chercher l'information tout au long de l'arrêt est aussi particulièrement valable pour les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont foutus un peu pareil, on va pas se mentir. Schmidt-Berger est un arrêt de principe, donc je me suis dit que la plupart d'entre... J'ai essayé de trouver des arrêts un peu classiques, parce que si en plus on doit se taper tout le point de cours pour comprendre l'arrêt, on n'était pas rendu. Donc là, c'est un arrêt plutôt classique sur la libre circulation des marchandises, qui est un truc qu'on fait quand même pas mal en L3. Les faits en bref, mais vraiment en bref. Hein. On est face à une demande de décision préjudicielle suite à une manifestation contre la pollution, qui, en fait, ils ont manifesté sur une autoroute qui a entravé la libre circulation des poids lourds et donc des marchandises qu'il y avait dedans.
sachant que cette autoroute, c'est un corridor européen qui permet de relier l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest via l'Autriche. Et si vous passez pas par cette autoroute, vous faites un détour de plus de 800 km. La question que le juge national a posée et le contentieux était entre une entreprise de transport et l'État autrichien. La question que le juge national a posée était: est-ce que notre manifestation est une entrave à la libre circulation des marchandises? Et si oui, peut-elle être justifiée par une exigence d'intérêt général? Ça, pareil, c'est un raisonnement qu'on va retrouver très souvent en droit de l'Union, particulièrement en droit du marché intérieur. C'est: est-ce qu'il existe une violation? Oui, non. Si cette violation existe, est-ce qu'elle peut être rattrapée, rachetée par une exigence d'intérêt général? Alors, on va lire chaque point assez tranquillement. On va voir ce qu'il en résulte. Donc là, vous noterez que j'ai recoupé parce qu'à la base j'en avais mis un peu plus. Mais le premier point on est au point 64. Généralement, sur une question préjudicielle, ça vaut le coup d'y mettre le nez à partir du point 50, entre 45 et 50, pour commencer à trouver des trucs. Donc là, le fait, il résulte de ce qui précède, on s'en fout, on le passe, parce que ce qui précède, si on nous l'a mis à l'examen, on est censé déjà l'avoir lu. Si on nous l'a pas mis, c'est qu'on s'en fiche. Donc là, on va dire qu'on s'en fiche. Le fait pour les autorités compétentes de l'État membre de ne pas avoir interdit un rassemblement qui a entraîné le blocage complet pendant près de 30 heures sans interruption d'une voie de communication importante et de nature à restreindre le commerce intracommunautaire de marchandises. Donc déjà, on nous dit que les autorités de l'État membre, elles n'ont pas interdit un rassemblement qui a entraîné un blocage et que ça, c'est de nature à restreindre le commerce intracommunautaire de marchandises. Donc là, on a les premiers éléments, parce que la première question qui était posée au juge, je vous rappelle, c'est: est-ce que cette manifestation est une entrave à la libre circulation des marchandises? Donc là, c'est considéré comme de nature à restreindre le commerce intracommunautaire de marchandises. Donc on peut dire qu'on est plutôt pas mal parti pour avoir une entrave. C'est de nature à restreindre le commerce intracommunautaire de marchandises, et dès lors, ça doit être considéré comme constituant une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives. Donc, les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, c'est un type d'entrave à la libre circulation des marchandises qui est tout ce qui n'est pas en fait les droits de douane. Mesures techniques, fait d'avoir des manifs sur ces autoroutes, mesures de mise en vente, etc. Vous avez une jurisprudence très nourrie sur ces questions-là. Si nécessaire, on reviendra dessus durant le cours de droit de l'Union que je ferai la semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire remonter vos questions pour que je puisse faire mon plan de cours, parce que je sais toujours pas si je vais faire de l'institutionnel, du matériel ou les deux. Donc n'hésitez pas à faire remonter les questions. Donc ça, c'est le premier point, c'est le préquel au cœur de ce que j'ai choisi de commenter. C'est: il existe une entrave à la libre circulation des marchandises. Donc la première question du juge, la réponse c'est oui, il existe une entrave à la libre circulation des marchandises. La deuxième question que se posait le juge et à laquelle va répondre la Cour, c'est: est-ce que cette entrave peut être justifiée? Qui nous amène aux autres points de l'arrêt. Alors, pareil, j'ai coupé parce qu'il y avait plein de trucs entre-temps et qu'il fallait bien éviter d'en faire 8 pages. Donc, au fin de la détermination des conditions dans lesquelles la responsabilité d'un État membre peut être engagée, donc là on est sur une question de responsabilité parce que il a entravé le commerce intracommunautaire. La première question, c'est si l'action ou l'omission sont imputables à l'État membre. Seules doivent être prises en considération l'action ou l'omission imputable au dit État membre. Et là, on va voir si on peut racheter cette action ou cette omission. Il convient donc de tenir en compte uniquement, et en l'occurrence, il convient donc de tenir compte uniquement de l'objectif poursuivi par les autorisations nationales lors de la décision d'autorisation implicite ou d'absence d'interdiction du rassemblement. Donc là, ce qu'on va voir, c'est: il y a entrave au commerce communautaire. Ça, il n'y a pas de débat. S'il y a entrave, la responsabilité de l'État peut être engagée. Est-ce que, quand il a décidé de ne pas interdire la manif, il y avait un objectif qui était suffisamment important pour racheter le péché de l'État membre, si j'ose dire? Ce qui nous amène aux autres points et la poursuite du raisonnement du juge. Et là, on va arriver au cœur de cette décision, qui est un cœur qu'on n'avait pas prévu à la base, qui est un cœur liberté fondamentale. Il ressort à cet égard du dossier de l'affaire au principal que les autorités autrichiennes, et là on arrive aux trucs qui sont importants, ont été inspirées par des considérations liées au respect des droits fondamentaux des manifestants,
en matière de liberté d'expression et de liberté de réunion, lesquelles sont consacrées par la CEDH et par la Constitution autrichienne. Ça, on verra si on en a besoin, ces sources-là, on verra ce qu'on en fait après. À cet égard, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante, là on est sur le cœur du raisonnement, des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. Et que, à cet effet, cette dernière s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ainsi que les indications fournies par les instruments internationaux, en gros, dont la CEDH. Donc là, ce qu'on peut souligner, c'est la logique de principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. Le respect des droits fondamentaux s'imposant ainsi tant à la communauté qu'à ses États membres. Là, on est dans le cœur. La protection des dits droits constitue un intérêt légitime de nature à justifier une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire. Donc là, le raisonnement du juge, c'est qu'il nous a dit, il y a une entrave. Est-ce qu'elle peut être achetée? On va voir. Est-ce que les droits fondamentaux peuvent être un motif de rachat? Bah là, le juge, il nous dit que oui, puisqu'il nous dit que la protection des dits droits constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire. Donc ça, c'est le premier élément qui est intéressant, c'est que les droits fondamentaux peuvent être un motif d'exemption et peuvent être un motif pour limiter le commerce intracommunautaire. Donc là, ce point 74, on va sans doute en parler dans notre plan. Je précise que pour ce point-là, j'ai pas fait de plan. Et en fait, je vais juste vous dire à l'oral les éléments qui sont importants à évoquer et comment est-ce qu'on pourrait structurer une idée de plan, sans faire des titres jolis, etc. Juste voir comment est-ce qu'on pourrait structurer une idée de plan. Donc, première étape, il y a une entrave, ouais. Est-ce qu'elle peut être achetée? Peut-être. Est-ce que les droits fondamentaux peuvent être un motif de rachat? Oui, c'est le point 74 qui nous l'annonce. Et là, maintenant, on arrive à une nouvelle logique. La présente affaire soulève ainsi la question de la conciliation nécessaire, ça je veux bien que tu soulignes à partir de conciliation, en nécessaire des exigences de la protection des droits fondamentaux dans la communauté, avec celle découlant d'une liberté fondamentale consacrée par le traité. Et donc là, c'est vraiment le truc important. Et ensuite, là, il applique au cas d'espèce, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté de réunion versus la libre circulation des marchandises. On peut passer à la slide suivante. On va voir où est-ce que ça nous emmène. À cet égard, il y a lieu d'observer que d'une part, la libre circulation des marchandises constitue certes l'un des principes fondamentaux dans le système du traité, mais elle peut faire l'objet de restrictions. Et là, il revient sur les origines des restrictions, donc l'article 36 du TCE et toute la jurisprudence autour des exigences impératives d'intérêt général. Il nous évoque Cassis de Dijon qui doit parler aux 2/3 des L3 présents dans la salle à peu. Et il nous dit aussi, dans le 78, il nous dit, alors ouais, ok, la libre circulation des marchandises, c'est pas absolu comme droit. Et dans le 79, il nous dit le contraire, il nous dit, ouais, alors, si les droits fondamentaux en cause dans l'affaire au principal sont expressément reconnus par la CEDH, il résulte toutefois du libellé, même du paragraphe 2 des articles 12, 10 et 11, que les libertés d'expression et de réunion sont également susceptibles de faire l'objet de certaines limitations justifiées par des objectifs d'intérêt général. Donc là, le juge, il nous dit, alors, en fait, je suis face à deux trucs qui sont pas absolus. La libre circulation des marchandises, c'est pas absolu. La liberté de réunion et de manifestation, c'est pas absolu. Je vais voir comment est-ce qu'on concilie ces deux trucs pas absolus, ce qui nous amène au point suivant. Dans ces conditions, il convient de mettre en balance les intérêts en présence et de déterminer si un juste équilibre a été respecté entre ces intérêts. À cet égard, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation. Et là, le juge quand même fixe son autorité de contrôle par rapport au pouvoir d'appréciation des autorités nationales, puisqu'il dit, à la fin du point 82, il y a néanmoins lieu de vérifier que les restrictions apportées aux échanges intracommunautaires sont proportionnées au regard du but légitime poursuivi. Donc le but légitime, il existe. C'est la protection des droits fondamentaux. La question que se pose le juge, c'est si c'est proportionné ou pas. Je vous ai épargné tout le raisonnement du juge sur la caractérisation de la proportionnalité de la mesure. Et on arrive aux deux points de fin, donc le 91, qui nous dit que s'il est vrai qu'une action de ce type, entraîne normalement certains inconvénients pour les personnes qui n'y participent pas,
en particulier en ce qui concerne la liberté de circulation, ceux-ci peuvent en principe être admis dès lors que le but poursuivi est essentiellement la manifestation publique et dans les formes légales d'une opinion. Donc là, il nous dit, certes, une manif, ça peut faire chier des gens, mais c'est pas suffisant à partir du moment où la manifestation, c'est une manifestation publique dans des formes légales et qu'il y a une opinion à défendre, que c'est pas juste de l'occupation de l'espace public pour rien, why not? Et on arrive au dernier point, qui est la fin du raisonnement du juge, et que en conséquence, les autorités nationales, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui doit leur être reconnu en la matière, ont raisonnablement pu considérer que l'objectif, légitimement poursuivi par le dit rassemblement, ne pouvait en l'occurrence être atteint par des mesures moins restrictives des agences intracommunautaires. Donc là, on va attaquer Merci Dylan. On va attaquer le cœur du raisonnement et c'est là où ça risque d'être un peu brouillon, donc n'hésitez pas à dire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris dans l'arrêt. Donc dans l'arrêt, dans ce qu'on a vu et dans ce qu'on avait pu souligner, mettre en valeur, etc., il y a 2 niveaux de raisonnement. Un niveau où on nous donne très peu d'informations, juste le premier point, on nous dit il y a une entrave au commerce intracommunautaire, mais on nous donne qu'un seul point. Donc on va se dire que c'est pas sur ça qu'on va axer notre raisonnement et le cœur de notre raisonnement, parce que avec un seul point, on va pas aller chercher loin. On pourra peut-être dire au tout début qu'il y a la reconnaissance d'une entrave, mais pas plus que ça. Mais ensuite, il y a tout le reste. Dans tout le reste, on nous a dit tout d'abord que une entrave, ça pouvait être justifiable pour des raisons X, Y, Z. On nous a dit que parmi les raisons X, Y, Z, et ça, c'est une nouveauté, c'est la première fois que c'est dit aussi clairement en matière de libre circulation des marchandises, on nous dit que les droits fondamentaux peuvent être une bonne raison pour limiter la libre circulation des personnes. Deuxième point qui peut nous intéresser. On nous dit que pour déterminer ces droits fondamentaux, on s'est basé sur les traditions constitutionnelles des États membres et la CEDH. Ça, tous ceux qui font du droit de l'Union, ils doivent avoir le souvenir de 3-4 arrêts qui tournent autour de leur tête et se dire, là, j'ai peut-être des trucs à dire, etc. Donc là, on nous dit, les droits fondamentaux, ça marche, ça peut être un moyen de racheter sa faute. Et du coup, ensuite, à la fin, on nous dit, alors c'est bien beau, ça peut racheter la faute, mais néanmoins, il faut se rappeler que, certes, si le respect des droits fondamentaux s'impose, etc., et certes, la libre circulation des marchandises, c'est pas un droit absolu, c'est bien beau, mais la liberté de manifester, la liberté de réunion, non plus. Et là, à cet égard, d'ailleurs, le juge se base directement sur la logique de réflexion de la CEDH. Et du coup, il dit, du coup, faudrait peut-être mettre en balance les deux. Mais là, mettre en balance les deux, t'as une question qui se pose. C'est de se dire, jusqu'où j'arrête mon pouvoir de contrôle? Est-ce que j'estime que les autorités nationales, elles ont une large marge d'appréciation parce que c'est leur pays, c'est leur vision des choses, etc. Ou est-ce qu'au contraire, j'estime qu'elles ont une marge d'appréciation qui est assez limitée parce que c'est une liberté fondamentale du marché intérieur, la libre circulation des marchandises? Et à cette question-là, on nous dit juste que, à la fin, au tout dernier point, on nous dit que les autorités nationales, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui doit leur être reconnu en la matière, elles ont raisonnablement pu considérer que l'objectif de protection des droits fondamentaux, il pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives. Donc sur ça, on a 2 choses qui vont nous être, à mon avis, on peut faire 2 axes qui pourront peut-être faire un plan. C'est d'une part le fait qu'on reconnaît les droits fondamentaux comme étant un motif de rachat, motif de justification des entraves au commerce intracommunautaire. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et c'est une œuvre assez créatrice du juge. On est en 2003, on est avant que la Charte des droits fondamentaux ait valeur de droit primaire. Donc vraiment, on est dans une consécration d'un rôle des droits fondamentaux qui n'est pas quelque chose qui coule de source. Donc c'est quelque chose où on a beaucoup de matière dans l'arrêt. On nous parle des droits fondamentaux qui peuvent justifier, on nous dit que c'est les droits fondamentaux au sens de la CEDH et au sens des traditions constitutionnelles communes. On a des trucs à creuser. Donc ça, je pense que moi, quand je lis l'arrêt, je me dis que ça peut me faire un grand 1 qui peut être cool, où je peux montrer qu'on consacre que les droits fondamentaux
entendu comme les principes généraux du droit issus des traditions constitutionnelles communes et de la CEDH, c'est un motif, c'est une exigence d'intérêt général. Et ça, c'est une œuvre novatrice du juge. C'est le principal apport. Quand on travaille Schmidt-Berger, c'est vraiment le principal apport. Et ensuite, on peut faire peut-être un deuxième axe où en fait, je vais me dire, alors attends, il me dit ça, c'est cool, mais comment est-ce qu'ensuite il raisonne pour savoir si là, ça rachète ou pas? D'une part, il me rappelle bien que la libre circulation des marchandises, c'est pas un droit absolu, mais que la liberté de manifester non plus. Donc là, on peut peut-être se dire que c'est un point intéressant parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que dans un droit, dans le cadre d'un droit indérogeable au sens de la CEDH, peut-être que le juge, il aurait une vision différente et qui dirait, dans ce cas-là, il faut absolument limiter la libre circulation des marchandises puisqu'on est dans le cadre d'un droit indérogeable. Et enfin, là, il nous dit, là, les deux, ils sont dérogeables, certes, mais du coup, faut concilier. Dans le point 82, il nous dit, faut voir si les restrictions, elles sont proportionnées. Donc, il est dans une logique de contrôle de proportionnalité. Et là, on se dit, ouais, alors, il y a un contrôle de proportionnalité, mais comment est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être un contrôle strict? Est-ce qu'il va être un contrôle assez souple et qui va juste être limité à l'erreur manifeste d'appréciation? Et là, il nous dit juste, elles ont un large pouvoir d'appréciation, les autorités nationales. Donc, il laisse une marge de manœuvre à l'autorité nationale qui est assez immense. Donc, en fait, nos deux axes, quand on regarde l'arrêt, il y a deux trucs qu'il va falloir... Quand on regarde juste cet extrait de l'arrêt, parce que si, par exemple, on a coupé tout le contrôle de proportionnalité et qu'on a laissé juste la partie sur les droits fondamentaux et juste la partie sur est-ce qu'il existe une entrave ou pas au marché intérieur, là, on va pouvoir faire un plan en disant on consacre l'existence d'une entrave d'une façon très classique parce que franchement, il ne réinvente pas l'eau chaude. Par contre, on consacre une nouvelle justification fondée sur les droits fondamentaux comme exigence d'intérêt général. Là, moi, je suis pas partie sur ça, je suis vraiment partie, j'ai coupé l'arrêt pour être uniquement sur les droits fondamentaux et le contrôle évoqué. Donc là, ça va vraiment être, qu'est-ce qu'on veut que je vois? On veut que on évalue les libertés fondamentales du marché intérieur, qui sont quand même ce qui fait tourner l'Union depuis quasiment sa création, au regard des droits fondamentaux. Et ça, il faut qu'on soit en mesure de montrer que c'est une innovation, c'est quelque chose qui est relativement révolutionnaire, qui s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle de reconnaissance des droits fondamentaux, un peu sortie du chapeau parce qu'on n'avait pas le choix de faire autrement, mais c'est quand même une révolution. Donc ça, faut que ce soit vraiment une partie majeure de mon plan. Ça peut être mon 1, ça peut être le plus logique, comme ça, on suit le sens de l'arrêt, pourquoi se fatiguer? Et du coup, ensuite, on peut se dire que on peut construire tout un 2 autour du fait que il fait un contrôle de proportionnalité qui est assez limité, mais qu'il le fait parce que, comme il l'a dit lui-même, les libertés qui sont en cause, elles sont aussi limitables. Donc on peut se demander, moi je pense que si j'avais dû faire un plan, j'aurais fait mon A sur le fait qu'il consacre un contrôle de proportionnalité qui est vraiment limité et qui laisse une marge de manœuvre énorme aux autorités nationales, en citant le point 93, et que en fait ça s'explique parce que les libertés qui sont en jeu, au sens de la CEDH, c'est des libertés qui sont aussi limitables selon des objectifs d'intérêt généraux, etc. Donc on peut imaginer en ouverture que si c'était pas une liberté dérogeable au sens de la CEDH, la décision, le contrôle du juge aurait peut-être été plus pointu. Quand on est face à un arrêt comme ça, moi ce que je vous conseille, au-delà du surlignage habituel, c'est à chaque fois que vous avez une notion qui vous vient, genre si vous voulez parler des droits fondamentaux, notez à côté les points qui s'y réfèrent. Moi, c'est ce que je fais quand je construis un plan. Par exemple, c'est ce que j'ai fait à l'oral. J'ai dit, tiens, là, il laisse une grande marge d'appréciation aux autorités nationales. C'est ce qu'il dit dans le point 93. Ça, c'est exactement ce que je note dans mon brouillon, en fait. Je note, tiens, dans le point 93, il parle de ça. Je vais me le noter. Comme ça, je pourrais me le ressortir après. Aussi, on va revenir au point 71, si tu peux. Donc, il convient de rappeler, selon une jurisprudence constante, les droits. Donc là, selon une jurisprudence constante, je vais noter les arrêts que je connais, notamment même quand on est en L3, on a dû voir tous les arrêts type international Handelsgesellschaft, type aussi ERT, qui est cité d'ailleurs dans cet arrêt. Donc on va voir les arrêts dont on se souvient. Je pense que l'international Handelsgesellschaft est déjà une bonne base parce que
il montre que les droits fondamentaux font partie des principes généraux du droit et sont assurés en tant que tels. Et donc du coup, on va sortir en citant, en basant du point 71 et des principes généraux du droit et du fait que les droits fondamentaux appartiennent à ces principes généraux du droit, on va pouvoir ressortir les arrêts qu'on connaît, ressortir aussi éventuellement le fait que pour créer ces principes généraux du droit, d'ailleurs ce qui est évoqué par la Cour après, on s'est basé tant sur les traditions constitutionnelles communes que sur la CEDH. Sur la CEDH, il y a notamment un arrêt qui est intéressant qui est l'arrêt Rutili. Et donc, on va sortir la jurisprudence qu'on connaît. En fait, à chaque fois, on va lire l'arrêt, parce que c'est ce que je faisais en examen, surtout sur des arrêts très longs, c'est que je lisais l'arrêt, et à côté, genre, tu vois, quand il y avait jurisprudence constante ou quoi, je notais, ah ben là, il y a tel arrêt, tel arrêt, tel arrêt. Des fois, j'en connaissais 2, des fois, j'en connaissais 1, des fois, j'avais le concept, mais j'avais plus le nom, hein, ça dépend du facteur chance. Mais dans tous les cas, j'essayais, à chaque fois que je lisais le point, de voir à quelle jurisprudence ça pouvait me faire penser. Par exemple, conciliation, ce qui dit dans le point 77, la conciliation des exigences de la protection des droits fondamentaux avec celles découlant d'une liberté fondamentale consacrée dans le traité. Moi, ça m'a fait penser, alors un arrêt que vous connaissez certainement pas parce que vous n'avez pas fait de politique agricole commune, mais on s'est posé exactement la même question en politique agricole commune sur la liberté d'entreprendre et la cohérence de la politique agricole commune. Donc peut-être que j'aurais évoqué cet arrêt parce que moi je le connais. Là pareil, on va tous évoquer Handelsgesellschaft, etc. Mais par contre, on va peut-être pas tous évoquer ensuite d'autres arrêts parce que il y en a, ils auront fait beaucoup de libre circulation des personnes, ils auront d'exemples là-dedans. Il y en a, ils auront fait de la concu, ils auront des exemples là-dedans. Il y en a, ils auront beaucoup bossé la question des droits fondamentaux et du coup, ils auront plus d'exemples là-dedans et moins dans d'autres trucs. Donc ça, c'est logique d'avoir des différences de citation. Donc à chaque fois, je lis mon arrêt, je le lis selon la méthode du j'en vire les 2/3 et je me concentre sur ce qui est important. Et je vais voir quels arrêts de principe me viennent à l'esprit. Je vais voir quelles sont les 2 grandes thématiques qui émergent. Pour ça, les arrêts de droit de l'Union sont des bonheurs pour faire les plans parce que ils résonnent toujours en 2 parties, c'est extraordinaire. Genre en marché intérieur, c'est entrave, justification. En concurrence, c'est pareil, c'est abus de position dominante, y a-t-il abus, oui ou non. Donc pour ça, c'est plus simple, à mon sens, de faire un plan en droit de l'Union qu'en droit admin. En droit admin, en plus, les considérants sont plus courts, donc faut plus gratter pour trouver le contenu et tout. Là, trouver le contenu, globalement, ça se trouve. L'enjeu, ça va être d'avoir la jurisprudence pour pouvoir le commenter. Et aussi, éventuellement, des fois, c'est plus simple de faire de la critique dans les arrêts droits de l'Union parce que déjà il y a souvent beaucoup d'arrêts qui concernent les droits fondamentaux, mine de rien, et aussi parce que il peut y avoir des logiques qui sont vraiment des logiques d'opportunité pure parce qu'on n'est pas face à des particuliers, on est face à des États membres. Et du coup, la limite où j'ai suffisamment bien fondé ma décision et l'État membre va respecter la décision et le niveau de toute façon, le dialogue est rompu avec l'État membre et il va pas respecter ma décision, elle est assez fragile. Donc on peut avoir des exemples de décisions qui en droit sont très surprenantes, mais qui sont un peu là pour acheter la paix sociale. Donc ça, dans ce cas-là, si on a l'impression que par rapport à... Là, pour Schmidberger, c'est pas trop le cas, on est sur un arrêt de conciliation assez pratique, mais par exemple, il y avait eu toujours en droit fonda, il y avait eu un arrêt sur les droits sociaux qui s'appelle Association de médiation sociale, qui avait une vision super restrictive de l'application de la charte alors qu'on s'est fait chier à l'adopter, quoi, et qui était beaucoup de juristes ont estimé que c'était un petit peu une façon d'acheter la paix sociale avec les États qui n'avaient pas envie d'avoir trop de droits sociaux dans leurs droits et trop de façons d'invoquer les droits sociaux. Donc ça, c'est quelque chose où, quand on a un instinct qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme on a l'habitude, ou que les étapes sont un peu... Par exemple, en droit du marché intérieur, les étapes, elles sont toujours les mêmes. Hein. Est-ce qu'il y a entrave? Oui, non. Si oui, est-ce qu'elle peut être achetée? Oui, non. Donc si on a l'impression que la structure, elle fonctionne pas comme d'hab ou quoi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en valeur dans notre plan. De dire qu'il y a eu le traitement étonnant de tel concept avant tel concept, etc. Je trouve que globalement, le droit de l'Union est souvent moins compliqué pour ce qui est de faire des plans, et donc moins compliqué pour ce qui est de faire une problématique. Par contre, il faut savoir nier la technicité. C'est-à-dire que, par exemple, là, la question centrale, c'est pas une question de marché intérieur.
c'est une question de quelle importance on donne aux droits fondamentaux dans l'Union. Et ça, c'est souvent un peu le souci qu'on a en droit de l'Union, c'est que noyé dans la technicité des domaines, concurrence, marché intérieur, ça devient souvent très dense, et ben on oublie souvent les fondamentaux du droit et les fondamentaux du raisonnement, etc. Donc ça, sur ça, n'hésitez pas toujours, à chaque fois que vous voyez qu'ils évoquent les principes généraux du droit, ou actuellement ils ont un mojo, ils évoquent les valeurs absolument partout, n'hésitez pas à retirer ça et à du coup revenir dans des endroits où souvent vous serez plus sécure pour analyser le raisonnement du juge. Et souvent, même quand moi je sais que ça m'arrive que même quand on vous donne des arrêts sur des domaines qui sont assez techniques, comme la politique commerciale commune ou comme la politique de sécurité et de défense commune, en fait, on vous donne ça, mais il y a toujours des fondamentaux du droit qui sont cachés derrière, et ça, on peut apprendre à les choper en chopant les mots-clés, c'est-à-dire en chopant les mots-clés de contrôle de proportionnalité, contrôle de nécessité, en voyant s'il y a la question des droits fondamentaux qui est abordée ou pas, parce que des fois, elle se planque dans des endroits on comprend pas, quoi, comme les droits fondamentaux des entreprises en concurrence. Donc ça, vraiment, c'est un truc où quand on a appris à lire vite l'arrêt et à se débarrasser de tout ce qui n'est pas important, ensuite on peut se créer une bulle de sécurité sur des domaines qu'on connaît. Et donc pour ce qui est des faits et de la lecture d'arrêt, comme vous avez pu être amené à sans doute le remarquer, les faits sont assez, ils sont assez optionnels. On doit pouvoir être en mesure de les résumer en une ligne et demie. Peut-être un tout petit peu plus quand on est en concurrence parce que certaines étapes vont faire que on va avoir besoin d'être un petit peu plus précis sur les faits. Mais à cette exception-là, les faits matériels vont vraiment être vite expédiés. La procédure, le plus important, c'est de voir si on est en question préjudicielle, quand est-ce qu'il y a eu la saisine, quand est-ce qu'il y a eu la saisine du juge national, quand est-ce qu'a été renvoyée la demande le renvoi préjudiciel. Est-ce qu'on est en renvoi préjudiciel d'interprétation ou d'appréciation de validité? Ça, si vous avez les moyens de le voir, parce que des fois on vous coupe l'arrêt pour que vous le voyez pas, n'hésitez pas à le dire dans l'intro. Si vous le voyez pas, juste on est en question préjudicielle. Si on n'est pas en question préjudicielle mais en recours en annulation, ne pas hésiter à noter quel est le statut du requérant. Par exemple, si on est dans les rares cas où il y a un individu qui fait un recours en annulation contre un acte, pas hésiter dans l'intro à rappeler les conditions dans lesquelles l'individu peut faire un recours contre un acte. Et vraiment, procédure et fait, ça va être très vite expédié. Les moyens des parties aussi, on est dans une question préjudicielle, donc quand on est dans une question préjudicielle, on s'en tamponne l'oreille. Ce qui nous intéresse, c'est la question qu'a posée le juge. Ça, des fois, typiquement, c'était le cas dans Schmidberger. En tout, il y avait 8 questions qui étaient posées. Si on vous les met toutes, vous les lisez et puis vous en faites une grosse question. Genre moi, c'est ce que j'ai fait, c'est est-ce qu'il y a entrave aux questions au commerce communautaire? Et si oui, est-ce qu'il y a justification? Alors qu'à la base, il y avait 8 questions, c'était un gros pâté. D'ailleurs, généralement, au début de son raisonnement, la Cour résume la question du juge en 1 ou 2 questions, et moi, j'ai plus tendance à me baser sur ça pour comprendre ce qui se passe. Et à la fin, la solution du juge, c'est un truc que vous pourrez avoir quand vous aurez lu les points d'arrêt qui sont intéressants. Là, clairement, on voit que on s'oriente vers la reconnaissance d'une entrave qui est justifiée par une exigence d'intérêt général qui sont les droits fondamentaux avec un large pouvoir d'appréciation laissé aux autorités nationales. Donc ça, c'était pour le droit de l'Union. Je pense que le plus dur en droit de l'Union, c'est d'apprendre à lire l'arrêt et qu'après, paradoxalement, malgré les craintes que peuvent générer cette matière, et les grosses tôles que peuvent générer cette matière. Parfois, une fois qu'on a appris comment lire l'arrêt, le plus dur, c'est vraiment cette étape-là, parce qu'après, les arrêts sont organisés de telle façon que le raisonnement peut assez glisser et peut être assez évident. Et il y a toujours ce caractère jurisprudentiel de la matière qui fait que ça fait du par cœur à faire. Même si, alors personnellement, j'ai tendance à mieux retenir les arrêts en droit de l'Union qu'en droit admin, parce que comme ils ont des noms plus bizarres, paradoxalement, je les retiens beaucoup mieux. Et un truc que vous avez dû remarquer aussi, c'est qu'il y a une tendance à donner des surnoms aux arrêts, genre Railway Central qui est devenu Cassis de Dijon. Donc ça, si vous avez enregistré Cassis de Dijon, si vous mettez sur votre copie Cassis de Dijon, le correcteur, il saura que vous parlez de Cassis de Dijon parce que tout le monde l'appelle comme ça depuis 60 ans. Donc ça, c'est pas une source de stress majeure de ce côté-là.